Bonjour à tous et bienvenue à Glion. Cette année, le Forum économique de Glion vous accueille dans ce magnifique décor de l'hôtel Victoria sur un format inédit. Covid-19 oblige, nous avons décidé de réaliser cette année un court-métrage pour évoquer ensemble les défis de cette période si particulière que nous rencontrons. Quelles sont les mutations économiques qui sont actuellement à l'œuvre? Quels sont les défis que rencontreront demain les patrons de PME et chefs d'entreprise pour affronter cette crise et ressortir plus fort de celle-ci? C'est les questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui avec Nathalie et tout un panel d'invités incroyables. Nathalie. Alors en cette année exceptionnelle, nous avons plongé dans nos archives, nous sommes partis à la recherche des invités prestigieux qui ont marqué l'histoire de notre forum. Ce sont des experts, visionnaires, défricheurs de tendances. 3 personnalités ont accepté de jouer le jeu en nous rejoignant ici à Glion ou en dialoguant par Zoom. Et nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté de partager avec nous leur vision du futur. D'ici 2-3 minutes. Super, magnifique. Voilà, bonjour Nicolas. Vous êtes où là? C'est magnifique chez vous. Allez, on va vous faire envie, regardez. Ça va vous rappeler des souvenirs. Oh là là, ouais. Ah ouais, c'est extraordinaire. Donc je vais jeter un petit coup d'œil à notre réalisateur pour savoir si tout est OK. Bien sûr. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir, Nicolas Bouzou, en direct de Paris. Vous êtes économiste, essayiste. Il y a 3 ans, vous étiez au Forum économique de Glion en 2017 pour nous parler de votre livre « La comédie inhumaine ». Comment les entreprises font fuir les meilleurs. Et aujourd'hui, en tant qu'économiste, vous vous aventurez dans un domaine où on n'a pas tellement l'habitude de vous voir, le couple et la famille, puisque vous sortez un livre qui s'appelle « L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle ». On va parler avec vous de cette crise et de cette pandémie d'un point de vue sociétal. En tant qu'observateur, qu'est-ce que nous dit la crise que nous vivons aujourd'hui? Alors elle nous dit déjà quelque chose de positif finalement sur notre civilisation. C'est-à-dire que nous mettons très haut les questions de santé et notamment la question de la protection des plus faibles, puisque aujourd'hui, en réalité, toutes les mesures qui sont mises en œuvre, les mesures de restriction, les mesures de protection qui ont un impact négatif sur l'économie, elles sont là pour protéger les gens qui sont les plus à risque avec ce virus, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en situation de fragilité. Donc ça, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que on a beaucoup critiqué la modernité en disant qu'on était dans une période très matérialiste. En fait, on voit que ça n'est pas aussi vrai que ça. Donc ça nous dit ça, et puis ça nous dit aussi, cette épidémie, que nos sociétés, elles peuvent être déstabilisées, parce qu'évidemment, personne ne s'attendait à ça. C'est un traumatisme, c'est un choc qui nous est tombé dessus. Et donc, on est déstabilisé. En même temps, la société est formidablement résiliente parce que regardez, on arrive à faire des choses. Là, je ne suis pas à Glion cette année, mais enfin bon, on arrive quand même à se parler. J'espère que je reviendrai. Mais on arrive à se parler et à faire des choses. L'économie quand même continue de tourner, même si on n'est pas à un niveau d'activité normal. Donc, il y a quand même aussi une forme de résilience dans nos sociétés qui est quelque chose de très positif. Est-ce qu'à votre avis, la santé est devenue la valeur suprême? On pourrait même dire que l'immortalité. Non, je crois pas du tout. Je crois que je sais qu'un certain nombre d'observateurs disent ça, mais en réalité, il est tout à fait logique. Quand vous avez un virus qui apparaît comme ça et qui a un taux de létalité de 0,6% à peu près, ce sont les dernières études, c'est un taux de létalité très important. Donc, il est absolument logique que la société essaie de se protéger et je ne pense pas du tout que la santé soit vue comme une valeur. Bon, et de toute façon, ce serait absolument incohérent intellectuellement de dire ça, parce que en effet, elle n'est pas une valeur. Le courage est une valeur, la justice est une valeur, la prudence est une valeur, mais la santé n'en est pas une. Quelqu'un qui est en bonne santé n'a pas plus de valeur que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Mais très honnêtement, je pense pas que les opinions publiques ou que les politiques commettent cette erreur. Non, je crois qu'on est face à un vrai problème. C'est pas du tout un problème qu'on a inventé. On est face à un vrai problème. Évidemment, les pays choisissent des façons un peu différentes de le régler. En général, quand on est dans un pays, on trouve que c'est mieux ailleurs, que ça se passe mieux ailleurs. Voilà, donc on est dans cette situation inédite. Et il faut se dire, ça je crois que c'est très important, que d'une part, c'est très difficile de prendre des décisions en ce moment, des décisions politiques, et donc il faut faire preuve d'un peu d'indulgence envers les politiques. Et puis d'autre part, il faut se dire que ça va passer, que toutes les épidémies, que toutes les crises finissent par passer.
et qu'il faut aussi qu'on ait en tête le fait de préparer l'avenir, vous voyez, de préparer ce monde qui sera un monde sans virus et un monde qu'on veut plus écologique, plus humain, avec un meilleur management, avec des villes plus belles. Vous voyez, je crois que c'est très important aussi de préparer ça. Dans le monde du travail, quelles sont les tendances que vous observez? Qu'est-ce qui est en train de s'accélérer? On l'a vu, bien sûr, la digitalisation, le télétravail, mais certainement d'autres tendances sont à l'œuvre. Alors déjà, vous avez tout à fait raison d'employer le terme d'accélération, parce que ce virus, ça n'est pas un agent de rupture, c'est un agent d'accélération. Pour le dire autrement, le monde d'après, il avait commencé avant. Le virus, il accélère tout. Tous les mouvements qui étaient en marche. On avait des dettes publiques. Il y a encore plus de dettes publiques. On avait des mouvements qui étaient un peu hostiles au commerce international. On a encore plus de mouvements hostiles au commerce international. On avait du numérique, on a beaucoup plus de numérique. On avait un peu de télétravail, vous venez d'en parler. On a beaucoup plus de télétravail. On avait une compétition forte entre la Chine et les États-Unis. Cette compétition, elle est encore plus forte aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est plutôt un mouvement d'accélération. Dans l'entreprise, c'est quand même vraiment le télétravail qui a explosé évidemment pendant cette crise. On sait aujourd'hui que le télétravail peut concerner 30 à 40% des salariés, mais ce qui est très intéressant, c'est que au fond, on est en train d'apprendre à télétravailler et d'apprendre à manager le télétravail. Et on a appris plusieurs choses, 3 choses. On a appris que le télétravail, ça demandait un management particulier, basé sur la confiance et l'autonomie, première chose. Deuxième chose, on a appris que le télétravail, il fallait que ce soit facultatif et pas tout le temps. Facultatif parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas télétravailler et pas tout le temps parce que il faut se voir. Voilà. Dans une entreprise, il faut se voir, il faut avoir un bureau. Et puis la troisième chose, c'est que le danger du télétravail, c'est que ça crée un écart entre ceux qui télétravaillent et ceux qui peuvent pas télétravailler. Et donc, il faut offrir une gratification à ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et donc, c'est quand même très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses avec cette crise. Et heureusement, et il faudra bien tirer les leçons de la crise pour ne pas revenir à avant. Parce que si on ne tire pas de leçons de cette crise, je viens de prendre l'exemple du télétravail et du management, ben, on n'aura eu que les effets négatifs de la crise sans en avoir tiré des leçons qui peuvent générer des effets positifs en quelque sorte. Donc on aurait tout gâché. Pour parler aussi de politique, de rapports sociaux, est-ce que le contrôle, plus de contrôle des comportements, finalement le retour de pouvoir politique fort, ce sont des points qui vous inquiètent? Bah, je suis un libéral et donc je suis toujours très vigilant, bien évidemment, avec les libertés publiques. Mais en Suisse ou en France, ou en Allemagne, ou en Angleterre, je n'ai pas l'impression, très honnêtement, que nos libertés soient menacées. L'obligation du port du masque, c'est pas une mesure liberticide. On peut pas dire ce genre de choses. C'est une mesure de protection qui, d'ailleurs, finalement, cette idée de protéger les autres quand on pourrait soi-même être malade, c'est quelque chose qui est inscrit dans le droit depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de nouveauté. À partir du moment où on est dans des pays avec des états de droit, en fait, je n'ai pas l'impression que nos libertés soient menacées. En revanche, dans les pays illibéraux, ce qu'on appelle les pays capitalistes illibéraux, donc typiquement la Chine ou le Vietnam ou la Thaïlande, là oui, là évidemment il y a un renforcement du contrôle à la faveur de cette crise extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le crédit social en Chine, le contrôle social, le crédit social. Et donc ça oui, je pense que c'est une dérive qui est très inquiétante, mais qui du coup aussi en tant qu'Européens doit nous amener à une certaine fierté. C'est-à-dire qu'on a un modèle de démocratie libérale, il faut en être fier, et puis il faut aussi en quelque sorte le vendre pour dire aux gens du monde entier, bah regardez, chez nous, il y a un état de droit, c'est la liberté, on peut entreprendre, et en même temps, on est des pays de culture avec une très grande liberté d'expression, et donc venez chez nous, parce que c'est quand même formidable. Nicolas Bouzou, avant qu'on parle d'amour et de relations de couple, quand même une question par rapport à notre public. Ce sont des patrons de PME, des décideurs économiques, des chefs d'entreprise. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour traverser au mieux cette crise? Alors, il y a 2 choses. D'une part, cette période d'incertitude radicale, elle va durer encore quelques mois. Elle va durer 6 mois, peut-être 12 mois. Et là, il faut tenir
mais en gardant les équipes toujours motivées. Donc, il faut faire travailler les gens au maximum, il faut essayer de les mettre sur de nouveaux projets, il faut prendre des stagiaires. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on n'a pas énormément de moyens, c'est une entreprise, c'est comme un vélo, il ne faut jamais s'arrêter de pédaler, sinon vous tombez d'un côté ou de l'autre. Et donc, dans cette période très difficile, il faut continuer, à la mesure de ses moyens, d'avoir des projets. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il faut préparer la sortie. Parce que la sortie, elle viendra. Et cette sortie, elle sera positive parce qu'on va tirer aussi les bénéfices de choses qu'on fait en ce moment. On investit énormément dans la transition écologique. Formidable, enfin. On est en train de rénover nos bâtiments, de rénover nos villes. Formidable. On est en train de changer un peu nos moyens de se déplacer. Formidable. On revoit un peu aussi la façon dont on peut organiser la santé, notamment les hôpitaux pour faire... Vous voyez, donc tout ça, ce sont des changements qui sont positifs. Donc, avoir des projets à court terme, continuer d'animer une relation en gratifiant toujours ceux qui sont les plus... qui font de leur mieux dans l'entreprise parce que les gens ont en ce moment beaucoup besoin d'empathie et de bienveillance. Et donc, le rôle des chefs d'entreprise, c'est de donner de l'empathie et de la bienveillance. Et puis, viser la sortie de crise parce que ça va arriver, ça va être formidable. En fait, on vous sent terriblement optimiste. C'est pas de l'optimisme, c'est de la confiance. C'est pas de l'optimisme parce que nous allons avoir des difficultés, de très grandes difficultés. Nous les avons déjà. Et nous allons encore avoir de très grandes difficultés. Mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas traverser de très grandes difficultés si on ne se dit pas en ligne de mire qu'à un moment, ça va aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous traversons de grandes difficultés. Nous traversons la crise la plus grave depuis 80 ans à peu près. Donc, la crise que nous traversons, elle est très grave, mais elle est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas d'autre choix. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, là, on est en train de travailler ensemble. Donc, on a des projets, on a préparé ça, on a travaillé pour le préparer, on est content de le faire. Mais dans 2 ans, je vais revenir vous voir à Glion, si vous m'invitez. Voilà. Et alors là, ça va être vraiment super. Et ça, on y pense déjà. On vous invite. Parlons de l'évolution des rapports sociaux, des relations de couple. Qu'est-ce que vous nous dites dans l'amour augmenté? Est-ce que le XXe siècle sera différent et mieux au niveau des relations de couple? Oui, je pense en fait. Vous savez, on est dans une société qui valorise l'infidélité. On est des consommateurs infidèles, on est des employés infidèles, on est des électeurs infidèles. Et dans le couple, l'infidélité, on a des statistiques, elle monte un peu aussi. Et puis, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de divorces, de moins en moins de mariages, de plus en plus d'unions libres. On a des évolutions technologiques comme la procréation assistée pour les femmes homosexuelles, ou dans certains pays pour les hommes homosexuels aussi, en Angleterre ou aux États-Unis notamment. Et au fond, tout ceci pourrait nous amener à se dire, mais la famille traditionnelle va disparaître et elle va se déliter et elle va être emportée par le XXIe siècle. Et en fait, pas du tout. Moi, je pense que toutes ces évolutions sont des évolutions qui sont positives parce que ça nous permet d'aimer autrement. On n'a jamais eu autant de possibilités pour fonder des couples et des familles qui sont véritablement basés sur l'amour. Les gens n'ont jamais autant aimé leurs enfants. Les gens n'ont jamais aimé autant leurs conjoints. Alors, il y a un peu d'infidélité, c'est vrai que ça monte. Hein. Bon, c'est la vie, hein. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais en réalité, quand on regarde des choses en profondeur, les relations à l'intérieur de la famille, elles n'ont jamais été aussi bonnes. Donc, il ne faut pas se dire que tout va à volo. Il ne faut pas se dire que tout s'effondre parce que c'est pas vrai. Et les familles restent globalement assez harmonieuses. Et la vie de couple reste, en dépit de toutes ces difficultés, bien évidemment, mais la vie de couple, elle reste très plébiscitée, en particulier par les plus jeunes. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Nicolas Bouzou. Vous êtes invité dans 2 ans à Glion. On se réjouit de vous accueillir, de vous voir en chair et en os. Et c'était un privilège et un honneur de partager ce moment avec vous. Merci. Super. Voilà, ça vous va? C'était parfait, comme toujours.
retour. Voilà, bonjour. super. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que ça va Très bien? bien. Super, oui, ça va bien. Parfait. Merci. Pour nous éclairer donc sur cette crise, nous avons le plaisir de dialoguer avec vous, Xavier Auverson. Vous êtes avocat fiscaliste, professeur à l'Université de Genève et vous êtes en direct avec nous de Berne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder du temps, de nous aider à mieux comprendre la crise que nous traversons. Nous vous sollicitons pour votre regard, un espèce de regard un peu macroéconomique. Quelles sont les tendances qui vous ont le plus frappé, vous, d'un point de vue économique? Alors, ce qui me frappe, c'est effectivement, vous avez d'un côté des entreprises qui sont très fortement impactées par cette pandémie, par cette crise, et c'est surtout les entreprises de proximité. C'est les entreprises aussi dans tout le domaine des spectacles, par exemple la culture, les artistes, les restaurants, les hôtels. Et à l'inverse, vous avez d'autres entreprises qui ont même profité, enfin c'est pas du tout péjoratif, mais quand même qui ont, elles, finalement, bien réussi, sont très bien sorties dans cette crise. Et justement, ce sont par exemple les entreprises à distance, les entreprises digitales, la commande à distance. Même Zoom, par exemple, que nous utilisons maintenant, a eu un succès phénoménal et mondial. Donc, je pense que ça nous oblige à repenser aussi un tout petit peu le modèle économique parce que on voit vraiment deux modèles d'économie et de société. Un qui est en train de vraiment souffrir très, très durement, mais un autre qui finalement se développe de manière même surprenante. Vous étiez notre invité, Xavier Auverson, en 2017, lors de notre forum consacré à la numérisation. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Qu'est-ce que vous voyez, vous constatez comme accélération dans le monde de l'économie numérique? Alors, ce qu'on constate justement, c'est cette aggravation et notamment le fait que les entreprises digitales s'en sortent très très bien finalement dans cette situation. Le recours à l'intelligence artificielle est en train d'être exacerbé. On avait parlé aussi dans un autre contexte des robots, de l'utilisation massive des robots pour remplacer des travailleurs humains. Et on voit que ce qui se passe, malheureusement, ne fait que renforcer cette tendance parce que les robots, pour être un peu provocateurs, ne tombent pas malades. Hein. Et donc, on a des craintes, notamment aux États-Unis en particulier, que le recours à l'automatisation ne soit qu'augmenté. D'où la nécessité qui est examinée en ce moment par l'OCDE en particulier de trouver peut-être des nouvelles règles d'imposition pour assurer que les entreprises, notamment dans le secteur digital, payent aussi une partie équitable de l'impôt dans les différents États dans lesquels elles interviennent et pas seulement dans l'État de leur siège en réalité. Parlons de la vie des entreprises, des choix difficiles qui attendent les décideurs et les patrons pour les enjeux de demain. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour traverser au mieux cette crise? Oui, le conseil, c'est que, je dirais, il va falloir, comment dirais-je, prendre des leçons de ce qu'on a vécu. Et je dirais pas seulement même les entreprises, mais nous-mêmes en tant qu'êtres humains. On a constaté, par exemple, et ça m'a beaucoup frappé, c'est une fragilité finalement énorme. Malgré la technologie, malgré l'avancée de la santé, du savoir, on s'est retrouvé au mois de mars, ici en Suisse, dans un état de choc. Hein. Je crois que tout le monde se souviendra toute sa vie de ce moment-là et d'une grande faiblesse et de grand désarroi. Et ça montre donc que les entreprises doivent se remettre un peu en question et se dire, au fond, il peut arriver une crise dramatique et qui remet en question entièrement ma position. Donc ça, c'est la première leçon, je dirais, qu'on doit tous tirer, finalement, nous-mêmes aussi en tant qu'êtres humains. Et puis l'autre chose, c'est de se dire, prenons les éléments positifs de tout ça, parce qu'il y en a quand même. Personnellement, notre interview d'aujourd'hui le montre. J'ai pas besoin de me déplacer chez vous. Alors là, c'est un regret parce que c'est vraiment magnifique où vous êtes, mais j'avoue que les voyages d'affaires d'urgence à Paris, à Londres, à New York ou ailleurs peuvent être désormais drastiquement réduits grâce à la technologie. Et ça, c'est des choses qui vont, je pense, faciliter la vie des entreprises et améliorer aussi la situation globale
de l'économie, sans parler du carbone, de la trace carbone, de tous les voyages en avion qui étaient nécessités par ces voyages d'affaires, comme on les appelle. Est-ce que vous trouvez aussi que cette crise remet en cause un modèle de société, une société obsédée par le profit? Et aujourd'hui, il faut revoir ce modèle et se poser d'autres questions pour construire notre avenir. Alors, je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement que effectivement, il faut revoir notre modèle de société et notamment, évidemment, dans toute la problématique environnementale et de la santé. On peut aussi imaginer, alors que c'est quand même mon sujet, peut-être une fiscalité écologique un peu plus orientée, qui d'ailleurs, contrairement à à ce que pensent beaucoup de personnes, la fiscalité écologique est une fiscalité qui est tout à fait compatible avec l'économie de marché. En fait, la fiscalité écologique, elle remet le marché là où il n'est pas respecté. Parce qu'une entreprise qui pollue, en réalité, elle n'est pas conforme au marché. Elle renvoie les coûts de pollution aux autres. Donc, ça, c'est toute une série de mesures qu'on peut introduire. Et la Suisse va dans la bonne direction. On a déjà la loi sur le CO2, qui est certes contestée, mais a quand même été approuvée par le Parlement, et qui aura donc cette taxe sur le CO2 qui va être maintenue et même augmentée. Donc, ça, c'est le genre de réflexion qu'il faudra avoir, bien sûr. Oui. Et est-ce que vous pensez que l'avenir nous pousse vers une économie plus solidaire, plus sociale? Oui, ça je pense, exactement. On a pris conscience au fond de notre fragilité, du besoin de compter aussi un peu sur les autres, et puis du choc, parce que, encore une fois, je trouve très injuste finalement que pourquoi certaines entreprises qui en plus font des activités tout à fait louables, je pense notamment à tout le domaine de la culture ou même le domaine de la santé, qui ont été vraiment débordés de tâches, sont très très fortement impactées, alors que d'autres entreprises, pas forcément socialement extraordinaires, s'en tirent très très bien. Là, il y a quand même une réflexion à faire, et en plus, pour prendre l'exemple de l'économie digitale, dans les relations internationales, on sait, et tout le monde le reconnaît, que les entreprises dans le domaine digital, sans parler des réseaux sociaux et autres, sont sous-taxées. Ça, c'est une évidence. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc là, il y a vraiment des mesures à prendre. Elles sont en train d'être discutées au sein de l'OCDE, mais c'est très, très difficile de trouver, bien sûr, un consensus pour des règles qui ont un impact aussi grand entre les différents pays. Et dernière question, puisqu'on a parlé de fiscalité écologique, est-ce que dans combien de temps pensez-vous qu'on arrivera à ce modèle? Est-ce qu'il faut attendre 5 ans, 10 ans pour qu'on voit vraiment les effets d'une taxation selon des critères différents? Alors, ça, c'est en bonne voie. Donc, déjà, la Suisse, on a déjà certaines taxes, par exemple, sur ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, et puis donc les solvants par exemple ou du soufre. Puis maintenant on a cette taxe sur le CO2 qui est contestée mais qui existait quand même déjà auparavant dans une mesure un peu plus réduite. Donc le modèle il est en train d'arriver, et puis j'ai aussi confiance alors dans la nouvelle génération. On voit très bien la divergence. Je prends l'exemple de Genève, cette fameuse bagarre sur les pistes cyclables par opposition aux voitures. Et d'ailleurs je crois qu'on a ça dans tous les cantons. Zurich vient de voter une loi qui va dans le même sens. À Lausanne, je crois, la même chose se passe. Et c'est très frappant de voir les réactions par rapport à ces mesures entre les générations. Et si vous prenez la jeune génération, la plupart du temps, pour ces personnes qui sont quand même l'avenir, c'est pas un problème. Ils disent, mais de toute façon, c'est terminé votre modèle où vous prenez votre voiture devant chez vous le matin et puis vous allez parquer devant votre entreprise après. Ce modèle-là, il est terminé. Alors peut-être c'est brutal, c'est vrai, la transition, elle est un peu surprenante, mais j'ai assez confiance qu'elle va finalement se dérouler et plus vite qu'on le pense. Cette crise vous a changé ? Personnellement, elle m'a changé, absolument. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai même revu, je vous dis franchement, j'ai revu mes priorités. Il y a certaines choses que j'ai envie de développer dans mon existence et d'autres moins. Est-ce que vous avez envie de développer, ce sont des domaines qui ont plus de valeur personnelle pour vous?
Je vous prends un exemple. Depuis vendredi, c'est public maintenant. J'ai pris la présidence du Grand Théâtre de Genève, qui est un défi quand même. Et ce genre de défi n'est pas totalement, est plutôt assez lié avec ces développements. Ça m'a aussi fait réaliser le sens de certaines priorités peut-être, notamment la culture, en ce qui me concerne particulièrement. Xavier Auberson, on vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de succès à la tête du Grand Théâtre. C'est un magnifique défi. Merci aussi d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était très bien, c'était super. Au revoir. C'est ça. On a besoin d'un cap. Voilà. Pour nous aider à y voir plus clair dans une situation très incertaine, le regard de Laurent Haug, vous êtes entrepreneur, vous êtes un grand spécialiste du monde des entreprises et surtout des nouvelles technologies. Comment est-ce que vous avez vous vécu cette crise personnellement ? Pour moi, j'ai été complètement surpris. Je l'ai pas du tout vu venir, alors que je pense qu'il y avait quand même pas mal de signaux que c'était à l'horizon. J'ai appris aujourd'hui que les Chinois parlent des Black Swan, mais ils ont aussi la notion de Grey Rhino, donc un rhinocéros gris. Qu'est-ce que c'est un Black Swan? C'est un phénomène qu'on peut pas prévoir. Un rhinocéros gris, c'est un phénomène, vous le voyez arriver, il vous fonce dessus et vous pouvez rien faire pour l'arrêter. Donc c'était un petit peu ça le Covid, c'était un rhinocéros gris qui nous a foncé dessus. Et moi j'ai trouvé que c'est une crise qui a fait ressortir beaucoup de bons. Je pense que ça nous a ça a réactivé la solidarité, par exemple, ça a réactivé un retour à des choses assez intéressantes, un changement des modes de vie vers peut-être des choses plus durables. Puis en même temps, ça a fait ressortir pas mal de problèmes. J'ai l'impression que les inégalités ont été creusées très fortement au niveau politique, au niveau social. Alors, si je viens sur mon sujet, qui est le sujet de la technologie, encore plus, c'est-à-dire que les entreprises qui étaient prêtes et qui avaient des modèles qui étaient faits pour le digital ressortent renforcés. Moi, j'ai vu des entreprises, pas mal d'ailleurs, qui s'en sortent renforcées. Et puis, à l'inverse, les entreprises qui n'étaient pas prêtes, les entreprises qui ont été prises de court ou qui ont des modèles qui passent par un contact avec le client qui se fait uniquement de façon physique, ça a été énorme pénalité pour ces entreprises-là. Qui sort renforcé de cette crise ? Bien, les e-commerçants, ce qu'on appelait les e-commerçants. Je pense qu'aujourd'hui, la frontière est de plus en plus difficile à déterminer quand est-ce qu'on est dans le e-commerce ou dans le commerce. Mais les gens qui avaient des canaux de distribution digitaux, c'est des canaux qui ont connu des booms énormes. Je parlais de grandes sociétés suisses qui, par exemple, ont des réseaux de distribution qui passent par le online. Je pense à Nespresso, par exemple. C'est une entreprise qui a connu une explosion des ventes sur ces canaux digitaux, puis qui était prête quelque part, parce qu'il y avait un modèle qui était très résilient. Donc, il y avait des points de vente physiques, puis il y avait des points de vente digitaux. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le physique a baissé, forcément, les magasins ont été fermés, et puis le digital a pris le relais. Donc ça, c'est les entreprises qui se sont bien préparées à la crise, qui étaient actifs sur les deux tableaux, par exemple, qui sont actifs sur les deux tableaux, un produit pour le bureau et un produit pour la maison. Et donc là, il y a eu des vases communicants, et puis finalement, c'est les entreprises qui n'ont pas perdu beaucoup d'élan. Donc ça, c'est les entreprises qui étaient prêtes et qui ont très très bien encaissé la crise. Quelles sont les difficultés qu'il faudra gérer ? On pense par exemple au poids du télétravail. C'est sûr qu'il y a des défis complètement nouveaux. Donc d'un seul coup, si vous êtes dans l'industrie immobilière, vous avez un gros problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui vous résilient les baux. Vous avez des entreprises qui ont dit à leurs employés, je pense à Google, qui a dit aux employés, vous ne retravaillerez plus physiquement au bureau jusqu'à fin 2021, quand même. Ça fait 1 an et demi à distance. Et donc, il faut complètement réinventer la façon dont on travaille. Donc, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, l'arrivée d'un nouvel employé ? Avant, un nouvel employé qui commençait, c'était une personne qui allait pouvoir tout de suite se confronter à la culture, sentir un peu l'ambiance, l'atmosphère, comprendre le langage de l'entreprise, les choses dont on peut parler facilement, les choses dont c'est plus dur de parler, etc. Comment est-ce que vous pouvez acquérir aujourd'hui ces intangibles, ces non-dits, quand vous arrivez sur un call Zoom et puis que vous avez 1 minute pour vous présenter ? Il va falloir complètement repenser
penser la dynamique entre créer quand même des moments où les gens continuent à se voir physiquement parce que c'est là qu'on crée les liens, c'est là qu'on apprend à se connaître, et puis des moments où on travaille à distance, mais ça crée des défis énormes de partage de l'information, de mesure de la performance, par exemple, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce que quelqu'un a bien travaillé, voilà, d'intégration des nouveaux, de partage de la culture, de coordination, etc. C'est un énorme défi. Quels conseils donnez-vous aujourd'hui aux chefs d'entreprise, patrons de PME, pour garder le lien avec leurs clients? Parce que ça, c'est quand même aussi un élément essentiel. Alors ça, c'est un enjeu énorme et on voit qu'aujourd'hui, il y a des plaques tectoniques qui bougent chez les grandes entreprises. Je reviendrai après sur les petites, mais chez les grandes, par exemple, on voit que Nike et Ikea ont arrêté de passer par Amazon parce qu'ils veulent avoir eux-mêmes le lien en direct. Apple, il y a quelques jours, a dit à Logitech, Sonos et Bose qu'ils n'allaient plus être listés dans les magasins Apple et dans le magasin physique et dans le magasin digital. Donc cet accès aux clients est un enjeu énorme pour toutes les entreprises. Mon conseil, c'est d'avoir un modèle résilient, c'est-à-dire de penser en fait que le client veut juste acheter le produit et qu'il faut lui donner le plus de solutions possibles et puis des solutions qui soient complémentaires. C'est-à-dire que si le magasin physique est fermé, je vais pouvoir commander en ligne, mais si le magasin en ligne n'offre pas un très bon support client, je vais pouvoir aller chercher ce support dans un endroit physique. Donc il faut penser complémentarité. Dans le temps, on parlait un peu de canaux de distribution. Aujourd'hui, on parle de points de contact, de touchpoint, on parle de omnicanal. C'est ça un peu les termes que vous entendrez dans l'industrie du commerce de détail. C'est cette idée qu'en fait, il faut penser non plus en se disant, ben voilà, on a une newsletter, qu'est-ce qu'on va faire dedans? On a un call center, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est plutôt de penser dans le customer journey, le voyage que va faire le client dans sa demande. Donc, je veux m'acheter un ordinateur ou un smartphone, mais je vais peut-être lire un article en ligne, je vais peut-être aller dans un magasin pour le toucher, je vais peut-être ensuite le commander en ligne et puis je vais aller le chercher dans mon supermarché où il a été livré. Tout ça, c'est les points de contact entre une marque et son client et il faut vraiment penser l'ensemble en fait selon le but de ce que veut atteindre la personne qui consomme. Est-ce que notre regard sur la technologie est en train de changer ou va changer fondamentalement? Pour moi, c'est un changement radical. C'est complètement différent. On n'est plus du tout dans la même époque. On a commencé. Alors moi, j'ai vraiment commencé dans les années 90. Donc d'abord, il y avait une phase un peu d'ignorance. Ça n'intéressait personne. Ensuite, il y a eu la bulle Internet, qui a donc été une première phase d'euphorie. Puis ensuite, il y a eu une espèce de traversée du désert où la technologie, de nouveau, n'intéressait personne. Puis c'était presque un métier un peu honteux. Aujourd'hui, on est dans une phase complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a eu le Web 2.0 qui commence autour de 2005, où là, il y a vraiment la démocratisation, la technologie arrive dans le quotidien de tout le monde. Et c'est là qu'on a commencé à regarder la Silicon Valley comme une espèce de lieu fascinant, où voilà, un peu sacré, comme ça, on avait des idées géniales qui descendaient, qui allaient rendre le monde meilleur. Et puis, en fait, on donnait un blanc-seing aux technologies. C'est-à-dire qu'on ne les regardait que d'un œil positif. Et je crois que depuis 1 an ou 2, depuis Snowden qui a commencé à faire réfléchir les gens, depuis les différents scandales avec Facebook et d'autres, Cambridge Analytica, etc. D'un seul coup, il y a eu un switch complet et la société se méfie de la technologie. C'est-à-dire que on est encore passé d'un extrême à l'autre. Après une phase de fascination, maintenant, on est dans une phase peut-être de scepticisme, peut-être même exagéré dans certains cas. Et du coup, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que avant, quand il y avait une grande société californienne qui proposait un service, tout le monde trouvait ça, on se posait pas de questions sur l'impact que ça allait avoir. Donc aujourd'hui, le regard a vraiment changé. La technologie est aussi devenue un espace de conflit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays se tapent dessus littéralement à coups de hackers. Les Russes sont soupçonnés d'avoir hacké des centrales thermiques en Ukraine pour faire tomber le réseau électrique. Il y a toutes les manipulations d'élections. Voilà. Et alors maintenant, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que TikTok, Trump dit que c'est une menace nationale. Il y a plein de gens qui pensent que ça n'est pas du tout une menace nationale. Mais d'un seul coup, la technologie devient un enjeu commercial, devient un enjeu de nationalisme, devient un enjeu politique. Et là, il y a aux États-Unis des patrons de grandes sociétés technologiques qui sont très inquiets parce que le fait d'avoir coupé TikTok crée un précédent qu'un gouvernement peut arriver puis interdire demain
Twitter peut être interdit en Inde, en Chine, sur des marchés comme ça. Bon, et donc on s'achemine de plus en plus vers la technologie qui devient un champ de bataille, en fait, carrément. Je crois qu'on peut dire le mot, qui devient un champ de bataille pour les pays sur lesquels ils se battent de façon directe ou plus ou moins indirecte. Hein, les Russes, les Nord-Coréens, et je pense à tous les pays qui ont assez d'argent ont des équipes pour aller pirater les autres. Et puis, ça devient un champ de bataille pour les entreprises. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand vous dépendez de certains géants pour votre infrastructure, ça crée des problèmes, ça crée des économies, ça crée des problèmes. C'est intéressant d'être souverain aujourd'hui dans son infrastructure technologique. Hein. En conclusion, quel est le conseil que vous donnez aux décideurs économiques? Parce que finalement, vous êtes assez optimiste. Alors, optimiste, sur certains points, oui. Moi, je pense qu'on va vers du mieux sur certaines choses. Maintenant, mon conseil, c'est de penser en fait résilience. C'est-à-dire que pour moi, j'ai un peu un livre de chevet dont je parle beaucoup qui s'appelle Team of Teams, qui a été fait par un général américain qui est propulsé à la tête du service interarmé de l'armée américaine en Afghanistan en 2008. Et puis il se rend compte que le problème n'est pas leur matériel, le problème n'est pas le talent des soldats, le problème n'est pas l'argent qu'ils ont, le problème c'est la façon dont ils travaillent. Et il se rend compte qu'ils sont en fait faits pour un monde tayloriste, un monde où tant que chacun fait sa petite tâche bien, tout va bien se passer. Bon, il se rend compte qu'aujourd'hui, le monde en fait est plus complexe, il est devenu imprédictible. Et avant, on faisait des murs très forts, on faisait des lignes Maginot, on était robuste. Et aujourd'hui, en fait, il faut être résilient, il faut être agile, il faut être capable de changer de cap très rapidement, il faut être prêt à des éventualités, à peu près à toute éventualité. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un conseil concret, c'est de penser ce que lui, il appelle une équipe d'équipe, un team of teams. C'est une organisation qui, en même temps, donne beaucoup d'autonomie aux gens, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus faire que ça. Il faut donner de l'autonomie. Les métiers se spécialisent aussi beaucoup. On ne peut pas imaginer qu'un chef d'entreprise va être capable en même temps d'être aussi bon que le spécialiste qui fait le search engine optimization, la finance, le marketing, etc. Et puis, en même temps, il faut arriver à créer ce qu'il appelle dans le livre une conscience partagée. C'est-à-dire que tout le monde sache pourquoi on fait les choses, quel est le but qu'on vise. Et donc, cette combinaison d'autonomie et de vision crée en fait des entreprises résilientes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner parce que une chose est sûre, personne ne connaît l'avenir. Je crois que tous les futuristes ont mangé leur chapeau parce que personne n'avait vu venir ce Covid. Merci beaucoup Laurent Haug de nous avoir consacré du temps cet après-midi et d'être présent ici au Forum de Glion, en tout cas dans l'esprit Glion et dans cet hôtel qu'on aime tant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis venu parce que moi, j'aime toujours, dès qu'il y a à manger, je viens. Nous espérons que vous aurez eu autant de plaisir à découvrir ce film que nous avons eu à le réaliser. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous le 12 novembre 2021 pour un forum exceptionnel sur le thème de l'entreprise altruiste. Prenez soin de vous et à bientôt.